Bonjour, cette vidéo s'intitulera Fausses alternances ou vraies alternatives. Elle parlera à la fois de problèmes internationaux et de problèmes nationaux. À l'échelle internationale, nous sommes en train d'assister à une alternance capitaliste typique, notamment aux États-Unis, et étant donné le rôle mondial de cet empire, il faut bien sûr en parler, en prendre conscience et intégrer cet aspect des choses dans notre réflexion politique nationale. On nous avait promis qu'avec Biden, la raison serait de retour à la Maison-Blanche après l'époque erratique de Donald Trump, et l'on s'aperçoit qu'à peine Biden est-il en place, qu'il traite un président russe à l'exercice de tueur, qu'il organise des manœuvres en mer de Chine avec la marine américaine, et que d'ailleurs Macron se prête à ce jeu et envoie des bateaux français croisés en mer de Chine. Que dirait-il si c'était la marine chinoise qui croisait entre Marseille et Bastia? Et l'on s'aperçoit aussi que les États-Unis encouragent de plus en plus clairement le pouvoir ukrainien, truffé de néofascistes, voire de francs nazis, à liquider les républiques russophones de l'Est ukrainien, autrement dit, à aller au bras de fer avec la Russie. Nous sommes véritablement dans des préparatifs militaires de plus en plus impressionnants, avec l'OTAN qui monte en puissance, les budgets militaires euro-atlantiques qui explosent, y compris le nôtre, celui de l'Angleterre également, celui de l'Allemagne, et donc dans une volonté de confrontation des plus dangereuses tant avec la Russie qu'avec la Chine. Donc on voit bien que l'alternance, entre guillemets, entre Trump et Biden n'a rien de bénéfique pour la paix. Ce n'est pas bien sûr que je regrette en quoi que ce soit Trump, qui était un ennemi acharné, belliqueux de Cuba, du Venezuela et de l'ensemble des pays d'Amérique latine, des pays d'Amérique latine, disons, d'orientation progressiste. La seule différence qu'il y a entre Biden et Trump, en réalité, du point de vue géopolitique, c'est que l'un mettait en place son Make America Great Again, refaite l'Amérique grande, mot à mot, à l'échelle principalement du continent ou de l'hémisphère américain. C'est la doctrine Monroe, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, et que Biden, lui, pense plutôt l'impérialisme américain à l'échelle mondiale et euro-atlantique, avec vraisemblablement dans ses cartons le retour du TAFTA. Bien entendu, il ne faut pas espérer une amélioration de la situation mondiale à travers cette alternance tout à fait capitaliste et impérialiste entre Trump et Biden. Il s'agit de deux têtes du même rapace américain, du même rapace états-unien, qui est bel et bien donc l'impérialisme yankee tel qu'on le connaît depuis des décennies. Il ne faut pas s'en désespérer pour autant, car est en train de germer ce que j'appellerais tout de même une alternative rouge et anti-impérialiste. Rouge, car regardons ce qui se passe au Chili, par exemple, où le Parti communiste, héritier de Pablo Neruda, des héroïques Victor Jara et Gladys Marin, est à la tête des luttes populaires. Et c'est une excellente nouvelle après des décennies et des décennies de malheur pour ce pays, le Chili, qui a été le premier cobaye, en quelque sorte, de l'expérimentation libérale fascisante des Kissinger de l'école de Chicago, qui ont mêlé le libéralisme économique le plus effréné, entre guillemets le mot libéralisme, disons la dérégulation économique la plus effrénée au détriment des travailleurs, et des méthodes fascistes ou fascisantes. Donc c'est quand même rassurant de voir à nouveau le drapeau rouge qui flotte dans les manifestations à Santiago. De même qu'à l'échelle tout à fait mondiale, et c'est historique, nous assistons à l'heure actuelle à d'immenses grèves ouvrières et paysannes en Inde, dans un pays continent, où quand il y a une grève nationale, c'est 100 millions de personnes qui sont en grève. Nous assistons à des blocages de routes, les paysans s'y mettent très fortement contre les réformes de Modi, bien nommé, qui est l'homme lige des États-Unis et en même temps un persécuteur des musulmans indiens. Il est tout à fait rassurant de voir le Parti communiste, les partis communistes, il y en a deux, PCI, Parti communiste indien marxiste,
être à la tête de ces grandes luttes avec des forêts de drapeaux rouges qui défilent dans les rues de Delhi. Et donc, on avait voulu enterrer les communistes, et je constate que, à des endroits aussi différents que le Chili ou l'Inde, on les revoit à la tête des luttes. Et puis, de toute façon, il y a les luttes populaires, un peu partout. Non seulement en Birmanie, où il n'y a pas seulement les couches moyennes sur lesquelles les médias attirent l'attention, mais aussi la classe ouvrière qui revendique contre ce pouvoir militaire qui voudrait détruire toutes les rares libertés syndicales qui avaient été obtenues dans la dernière période, même si elles étaient très insuffisantes. Il y a au nord de l'Afrique, notamment en Tunisie, en Algérie, une continuité des insurrections populaires avec jeunesse et femmes en tête pour obtenir le progrès social, la démocratie, le développement économique. Les peuples donc ne dorment pas, ils se réveillent malgré la pandémie. Il y a aussi bien sûr en Afrique la rébellion contre l'impérialisme français, la France-Afrique, ce qui en subsiste, c'est-à-dire ce visage oppresseur que l'impérialisme français, à savoir les grandes sociétés transnationales à base française, impose au continent, ces grandes sociétés qui forment la base de l'impérialisme français décadent et qui sont aussi l'ennemi de notre pays, puisque ce sont ces milieux-là qui sont en train, et j'y passerai ensuite dans la seconde partie de cette vidéo, de désarticuler la France indépendante, de désarticuler la République unie indivisible. Nous avons les mêmes ennemis, peuple d'Afrique et peuple français. Il ne faut pas confondre de ce point de vue-là la France-Afrique qui opprime l'Afrique et la France sans fric, celle que nous portons, enfin que nous essayons de porter, nous communistes, à travers une proposition révolutionnaire qui est totalement distincte de la France officielle incarnée par Macron. Alors, il me semble qu'il y a peut-être ici quelque chose de nouveau qui germe, que le vent est en train de tourner à l'échelle historique, ce vent qui soufflait du mauvais côté, du côté contre-révolutionnaire, notamment depuis les années 80, les croisades à répétition contre l'Union soviétique, de Reagan, de Thatcher et de Mitterrand, qui emboîtaient le pas sans aucun problème à ce niveau-là. Souvenez-vous de la crise des euromissiles en 1984. Pour ceux qui ont vécu ça, ça n'a pas été pour rien dans l'ascension de Gorbatchev, de ce liquidateur du socialisme au pouvoir, puisque évidemment il est arrivé dans des conditions où les soviétiques redoutaient une guerre mondiale contre eux. Et il leur a promis la paix en traitant avec l'impérialisme en position subalterne et en réalité en désarmant, non seulement sur le plan militaire, mais sur le plan idéologique, l'Union soviétique et en la liquidant. Ce qui, comme on pouvait s'y attendre, n'a pas amené la paix, mais a amené la domination mondiale sans partage de l'impérialisme américain. Ben, le vent est en train de tourner par rapport à cela. Et de nouveau, effectivement, on voit les peuples se poser en alternative. Alors peut-être pas encore de la façon la plus claire et consciente. Il y faudrait pour cela une internationale communiste nouvelle, et déjà un mouvement communiste international qui est en train de se reconstruire. Mais ce processus n'est pas achevé. En tout cas, cette alternative germe. Et j'attire l'attention sur le fait qu'à travers la pandémie et la crise qu'elle a provoquée, il y a eu ce que j'appellerais, pour une fois j'emploierai un mot d'origine anglo-saxonne, un crash test, en quelque sorte. Un test de détresse, si on préfère, voilà, qui a été imposé par cette pandémie et qui a soumis le capitalisme et les pays socialistes ou de tradition socialiste à une épreuve comparative, dont les premiers, les capitalistes, se sortent très mal et dont les seconds se sortent beaucoup mieux. Tout le monde voit bien que les pays les plus atteints, les plus frappés, en fonction de leur population et de leur richesse, par la pandémie, sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Brésil de Bolsonaro, c'est-à-dire les trois pays qui sont les pays phares du néolibéralisme mondial. Et en face de cela, qu'a-t-on ? Eh bien, on voit par exemple que donc la Chine populaire a la première régulé puis jugulé cette pandémie, au point que désormais les activités économiques courantes ont repris en Chine et que la croissance qui est promise par ce pays est une des plus élevées du monde. On a vu aussi le pays phare, en quelque sorte, du socialisme actuel, c'est-à-dire Cuba, malgré le blocus qui lui est imposé, le blocus criminel qui lui est imposé, produire, disons, 4 vaccins, dont l'un qui s'appelle Soberania, souveraineté,
tout un programme qui montre bien effectivement que malgré un produit intérieur brut de 20 fois inférieur à celui de la France, pays de passeurs, eh bien Cuba s'en est mieux sorti que nous, puisque notre pays a été délabré au point que nous n'avons pas été capables, avec les Sanofi et compagnie, de sortir un vaccin, et encore moins de le produire. Et nous voyons bien ici les retards de vaccination effrayants pour notre propre pays, avec les souffrances que cela implique, non seulement en termes de décès, de familles endeuillées, car cette pandémie est grave et la sous-estimer serait une faute politique majeure, mais en même temps, bien sûr, pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, subissent les confinements à répétition. Par conséquent, le débat revient sur cette question, il revient à pas de loup, mais il reviendra de plus en plus fort si nous, communistes, faisons le nécessaire, sur la question majeure de notre époque, qui est bel et bien capitalisme, impérialisme, avec cette dimension exterministe que j'ai 1000 fois signalée du capitalisme contemporain, qui joue la peau de l'humanité pour sauver ses profits, et de notre côté, ce que j'appellerais un socialisme, communisme, socialisme trait d'union, communisme, de nouvelle génération, tirant les leçons de la première expérience socialiste de l'histoire qui était celle de la Révolution d'octobre et de ses suites, non pas pour liquider ces leçons, bien sûr, mais pour en profiter et affronter les problèmes de l'avenir de la manière la plus correcte qui soit. Il peut y avoir un débat sur, bien sûr, la Chine et ses orientations actuelles. Nous l'affrontons au titre du PRCF, mais nous admirons tout de même la manière dont les Chinois se sont sortis de cette pandémie en faisant le nécessaire, tout simplement en utilisant les moyens de la planification et les moyens notamment aussi de l'intervention du Parti communiste chinois, les moyens de l'industrie chinoise, alors qu'en France, nous n'avons plus d'industrie. Nous avons beaucoup moins d'industrie, elle a été largement délocalisée, et ça n'arrête pas avec Bridgestone dans le nord, avec Cargill, avec tout ce qui est en train de se mettre en place autour de Renault, de Peugeot et ainsi de suite. En tout cas, ne soyons pas pessimistes. Soyons pessimistes sur le sort que l'humanité subira si le capitalisme, impérialisme, exterminisme demeure en place, ça oui. Mais soyons optimistes sur le fait que les peuples sont là pour répondre à ces défis, que le drapeau rouge n'a pas dit son dernier mot, que les communistes, tôt ou tard, à l'échelle nationale et internationale, reprendront et reprennent déjà le dessus et repartent à l'offensive. Le deuxième élément, donc, c'est par rapport à la France. Nous assistons littéralement donc à une casse majeure du pays. Tous les jours, on en apprend une. Non seulement, comme je viens de le dire, sur le terrain du démontage industriel, qui est extravagant, alors que notre pays est déjà extrêmement démoli du point de vue de ses capacités productives. Et donc là, nous sommes en phase de fusion capitaliste au niveau de Renault, au niveau de Peugeot, de PSA, comme on dit maintenant, à l'échelle de fusion transnationale, transcontinentale même, qui sont extrêmement menaçantes pour ce qui subsiste du produire en France. De graves attentes, de graves attaques contre la langue française, que malheureusement toute la gauche sous-estime, y compris la gauche de la gauche, qui vise à désétablir le français de son rôle de langue nationale et à installer l'anglais, future langue des traités transatlantiques et donc du marché mondial de l'emploi, au détriment du français. C'est pareil d'ailleurs en Italie, en Espagne, en Allemagne. Les langues nationales sont partout bousculées, reléguées, refoulées au second plan par le tout globish de cette mondialisation dévastatrice. Et il faut le combattre, avec aussi une loi organique qui vient d'être votée en catimini et qui permettrait donc aux territoires français, aux collectivités territoriales, de déroger à leur gré à la loi nationale, y compris en matière linguistique. Là aussi, façon de désétablir la langue française et de casser la République unie et indivisible, dont le b.a.-ba est tout de même que les Français puissent se comprendre entre eux et parlent tous une même langue, à défaut, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas, bien sûr, qu'ils le connaissent aussi, si ils le souhaitent, une langue régionale. Et des langues étrangères aussi nombreuses qu'ils sont capables d'en assimiler. Et puis, bon, sur tous les autres plans, vous voyez bien la paupérisation galopante de notre pays avec les étudiants qui font la queue devant les agences des Restos du Cœur ou du Secours populaire, par exemple. Ce qui est quand même assez lamentable pour la 6e puissance économique mondiale qui perd des rangs
tous les 10 ans, mais qui est encore une puissance importante malgré tous les ravages capitalistes. Alors nous sommes bel et bien, en France aussi, devant une fausse alternance. On nous propose, en réalité déjà, on nous programme même un duel entre Macron et Le Pen, comme c'est nouveau. Et un duel que nous, au PRCF, nous appelons un duel duo. Parce qu'en réalité, eh bien, ces deux personnages, qui sont tous les deux des émanations de l'oligarchie capitaliste, ne font que rivaliser sur le pire et en matière de réaction. Ils jouent à ce que les politistes appellent la triangulation, c'est-à-dire à aller prendre l'autre sur son propre terrain. On voit Macron et on voit Darmanin, son ministre, prendre Marine Le Pen de droite, avec des lois de plus en plus sécuritaires, de plus en plus policières, de plus en plus liberticides, des propos de plus en plus xénophobes, une stigmatisation systématique des musulmans français, hein, et donc après le traité de séparatistes, par exemple. Donc ça, c'est la volonté de Macron d'aller chercher Le Pen sur sa droite. Et on voit en sens inverse, symétriquement, si l'on peut dire, Marine Le Pen se proclamer championne de l'euro, championne de l'Union européenne, championne désormais de Schengen. Elle n'arrête pas de donner des gages à la classe dominante parce qu'elle sait que pour devenir présidente de la République, étant donné que le MEDEF, son programme principal, exprimé dans le manifeste Besoin d'air, publié en 2011, eh bien, c'est justement d'en finir avec la France et de mettre en place l'Union européenne du grand capital en tant qu'empire piloté par Berlin, supervisé par Washington. Elle sait que si elle veut arriver à l'Élysée, fût-ce avec un discours pseudo-patriotique et pseudo-national, en réalité franchement xénophobe, il lui faut donner des gages aux capitalistes sur le fait qu'elle ne quittera jamais l'Union européenne. Il n'y a que d'ailleurs qu'à regarder les pouvoirs d'extrême droite en Hongrie, en Pologne et ainsi de suite. Ils tiennent un discours ultranationaliste, mais ils se gardent bien de sortir de l'Union européenne, et l'Union européenne les cajole. Ces gens-là s'entendent comme la rose en foire, puisqu'ils sont, au fond, les deux faces de la même politique, celle du grand capital, celle de ce que j'appelle le PMU, le parti maastrichtien unique, avec différentes têtes. Là aussi, on avait parlé tout à l'heure des deux têtes de l'impérialisme américain, Trump et Biden. Et bien là, on a aussi les deux têtes de l'oligarchie hexagonale, je n'ose même plus dire française, tant ces gens-là démolissent le pays. Face à cela, nous, au PRCF, eh bien, nous disons que l'alternative, ça ne peut pas être de se jeter dans les bras d'une fausse gauche plurielle, d'une gauche plurielle bis, ressuscitant Jospin ou Mitterrand ou Hollande, avec tous les résultats qu'on a vus, et incapable en réalité de changer quoi que ce soit au pays, puisque tous ces gens-là sont d'accord en réalité sur la fameuse, entre guillemets, construction, fermez les guillemets, européenne, construction d'un empire, en réalité destruction de la France. Dans le cadre de l'économie de marché libre et de l'économie de marché ouverte sur le monde, où la concurrence est libre et non faussée, fameuse phrase de Maastricht, eh bien, il ne peut y avoir qu'une seule politique. Et ceux qui racontent qu'il peut y avoir une politique de gauche dans le cadre d'une économie de marché, je répète, ouverte sur le monde où la concurrence est libre et non faussée, c'est-à-dire en clair où les capitalistes font ce qu'ils veulent, sont des menteurs. Sont des menteurs ou des escamoteurs. Ou alors, s'ils sont de bonne foi, c'est qu'ils sont singulièrement naïfs et qu'ils sont disqualifiés pour faire de la politique à un certain niveau. La réalité, c'est que pour pouvoir faire une politique nouvelle, il faut sortir de cette Union européenne de mort qui a été entièrement conçue pour démolir les souverainetés nationales et les acquis sociaux, et pour aussi interdire à la France et aux autres pays de passer au socialisme, de nationaliser puis de socialiser les moyens de production, tout ce que de fait interdit l'Union européenne de Maastricht. Voilà pourquoi, effectivement, ici, il faut être très en garde contre ceux qui vous disent qu'au présidentiel, ils vont présenter une candidature de rupture, une candidature progressiste, etc., qu'ils vont même effectivement présenter une candidature hostile au libéralisme, et qui en même temps, à l'approche des régionales prochaines, se jettent dans les bras soit du Parti socialiste, soit des Verts, des euro-écologistes, EELV, de M. Jadot, et bon, avec la supervision de son vieil ami, ennemi, je ne sais pas, Cohn-Bendit, tous ces gens-là sont des partisans fanatiques de la destruction de la République unie indivisible. Les Verts sont des gens extrêmement dangereux pour la République
une et indivisible, et d'ailleurs à peu près partout dans les régions, ils fricotent avec les séparatistes, avec les régionalistes, avec ceux qui ne veulent plus de la France, ne veulent plus de la République une et indivisible. Et donc, les suivre déjà dans différentes régions, se mettre dans leur alignement en quelque sorte pour avoir des places, pour mettre au premier plan la lutte des places et non pas la lutte des classes, effectivement, c'est d'abord leur donner un avantage énorme pour la présidentielle, c'est faire en sorte que eh bien, ce soit Anne Hidalgo, la social-libérale, chérie des bobos parisiens, soit Jadot, donc le chef de file des euro-écologistes, euro-fédéralistes et anti-république une et indivisible, qui soit en pole position, comme on dit dans le domaine du sport automobile, lors du lancement de la présidentielle. C'est donc désastreux, ne serait-ce même que d'un point de vue tactique et électoral, mais surtout, c'est criminel d'un point de vue tout simplement républicain, du point de vue des intérêts du monde du travail, qui a intérêt à une république une et indivisible et non pas à une France éclatée en toutes sortes de régions rivales entre elles et se faisant, disons, se livrant au moins-disant social et même environnemental, inévitablement. Vous parlez d'écologistes, parce que tout simplement, elles voudront attirer à ces régions les capitaux vers elles et non pas vers la région voisine. Et donc elles diront tout le temps, moi je fais moins que l'autre sur le terrain des droits sociaux en particulier. Par conséquent, la seule alternative qui soit véritable, qui soit franche, qui soit loyale, c'est l'alternative rouge et tricolore que porte notre camarade Fadi Kassem, qui a été désigné par le PRCF comme son porte-parole dans cette campagne, cette pré-campagne des présidentielles et ensuite des législatives, et surtout cette pré-campagne liée aux luttes sociales. Une alternative rouge et tricolore, ça veut dire quoi? Ça veut dire une alternative qui vise à la fois la restauration de l'indépendance nationale de notre pays. Notre pays n'est plus un pays indépendant, il faut qu'il le redevienne, sinon nous ne pourrons pas faire de politique sociale, nous ne pourrons pas faire de politique restaurant la culture en France, restaurant l'industrie, restaurant l'agriculture, et permettant à notre peuple de redevenir un grand peuple, et non pas un peuple satellisé, un peuple qui est même entraîné à avoir honte de sa langue, comme on le voit actuellement. Il nous faut donc ici clairement une alternative indépendantiste. Je crois que quand même les gens qui disent qu'ils sont indépendantistes et qui ne nous disent pas qu'ils veulent sortir de l'Union européenne, quelque part se moquent de nous. Il faut ici qu'ils tranchent cette question. On ne peut pas être à demi indépendant. On est indépendant ou on ne l'est pas, à un certain moment. On ne peut pas être un peuple à demi souverain, ça n'existe pas. Et de notre côté, bien entendu, une alternative rouge, car il ne s'agit pas de faire de l'indépendance pour faire de l'indépendance ou de la souveraineté pour faire de la souveraineté, mais pour faire en sorte que les gens vivent mieux, autrement dit, que les inégalités soient réduites, que le CAC 40 et les grands moyens de production qui subsistent dans ce pays, y compris les grands moyens d'échange, les banques, les infrastructures et ainsi de suite, les grandes infrastructures, soient à nouveau nationalisées, propriété de la nation, gérées démocratiquement avec l'intervention des travailleurs dans la gestion des usagers également, de telle manière qu'effectivement, eh bien, se rouvre la possibilité dans notre pays d'un débat de fond sur capitalisme ou socialisme. Et nous, communistes, eh bien, nous disons non pas par dogme que c'est le socialisme qui est l'issue, mais que tout simplement il est l'issue parce qu'il est tout à fait anormal, irrationnel, suicidaire même à notre époque, que ce soit quelques milliers ou quelques dizaines de milliers à tout casser d'oligarques et de capitalistes qui gèrent le pays en fonction de leurs profits, alors que les millions de gens qui les suivent sont condamnés à la précarité, à l'appauvrissement, voire à la marginalisation, au chômage de masse et ainsi de suite. Il faut tout simplement lier les deux aspects, souveraineté nationale, souveraineté populaire, souveraineté du peuple, et pour cela, centralité du monde du travail, centralité de la classe ouvrière, avec la reconstruction d'un grand parti communiste dont on a bien besoin dans ce pays, et c'est ce à quoi travaille le pôle de renaissance communiste en France. Comme on le voit donc en résumé, face aux fausses alternances au niveau mondial, Trump-Biden, ou au niveau français, Le Pen-Macron, il est largement temps, effectivement, de faire vivre des alternatives anti-impérialistes, des alternatives tournées vers le socialisme, et s'agissant de la France, une alternative rouge et tricolore, une alternative tournée vers l'indépendance nationale, tournée
vers la démocratie, vers la nationalisation des grands moyens de production et, in fine, vers le socialisme pour notre pays. Je vous remercie de votre écoute.